Il était plus âgé que moi. Nous étions 3 femmes et 5 hommes. Les 6 autres étaient droits, honnêtes, peut-être que tu ne le penses pas tant maintenant, mais ce sont de durs travailleurs. Ils se sont mariés jeunes. Une de mes sœurs est entrée au couvent pour devenir religieuse, une autre s'est mariée et est partie vivre dans une ville lointaine. Mes 3 frères et ma sœur vivent toujours dans cette ville. Honnêtement, j'ai toujours beaucoup inquiété mes parents. On me disait toujours que je mourrais comme mon frère. D'abord, je n'étudiais pas, j'allais rarement à l'école, je savais lire et écrire, et cela me suffisait. Je fumais beaucoup et je buvais tout le temps. Je sortais souvent avec des filles honnêtes, mais les filles honnêtes ne voulaient pas de moi. Je ne voulais pas travailler à la ferme. Je suis parti en ville et j'ai changé souvent de travail. J'ai été licencié. Mes frères ont essayé de me guider, mais je ne les ai pas écoutés. Mon père est décédé, je l'ai senti. C'était quelqu'un de bien et il se souciait de moi. Comme il n'y avait personne pour s'occuper de la ferme, mes frères l'ont loué. Ils vivaient en ville et travaillaient. Maman recevait l'argent. Elle m'en donnait parfois, mais en cachette. Je ne me souciais de rien et je faisais la fête. Il y en a toujours un dans la vie. Puis j'ai rencontré Rumo à Morena Linda. Elle s'intéressait à moi et me courait après. Elle vivait dans une petite maison en périphérie, laide de l'extérieur, mais très confortable de l'intérieur, et elle s'habillait bien, mais avec luxe. Je ne me doutais de rien. Je pensais que, vu sa beauté, elle devait avoir des amants riches. Vaniteux, je croyais qu'elle était amoureuse de moi. Pendant un temps, je me suis même bien comporté. Je travaillais dans un bar le soir et je la mettais en valeur avec un trophée. J'étais avec une belle femme. Je n'étais pas jaloux. Je savais qu'elle était dans le coin, avec des amis, pendant que je travaillais. Je rentrais généralement du travail tôt le matin. Elle dormait avec moi, on se levait tard et on préparait à manger. Pour moi, tout était parfait. J'adorais ça. 8 mois ont passé. Un soir, quelque chose d'inhabituel s'est produit. La mère du patron du bar est décédée, et il n'a pas ouvert la porte. Je suis arrivé au bar, j'ai appris la nouvelle, et je suis rentré chez moi. Je marchais distraitement, mais avant d'ouvrir la porte, j'entendis une conversation. C'était sa voix et celle d'un homme. Je m'arrêtai pour écouter. Je me tenais à l'écart. J'écoutais la conversation avec horreur. Ils me traitaient de crétin, d'idiots à qui on rendrait la faute si leurs actions ne fonctionnaient pas. Bref, ils devaient tous deux trouver un coupable si quelque chose tournait mal. Et j'étais l'élu, l'idiot. J'étais paralysé par ce que j'avais entendu. Je ne savais pas quoi faire. J'ai décidé de partir et je suis parti. J'en ai conclu que l'autre homme devait être dangereux, un criminel, et j'ignorais de quoi on le blâmerait. Mais ils étaient préparés. Peut-être étaient-ils sur le point d'être découverts. J'avais peur. Pire encore, je n'avais nulle part où aller. Ma mère vivait chez l'un de mes frères. Et il m'était interdit d'y aller. En passant devant une avenue, j'ai vu passer 3 voitures de police. Un homme a dit à un autre, « Ils étaient devant moi. » La police recherche des trafiquants de drogue et arrive au quartier des singes. J'ai frissonné. C'était là que j'habitais. Je ne savais pas quoi faire. J'ai décidé de me cacher, d'aller à la ferme où nous habitions, et non au quartier général point, mais je me suis retrouvé dans une cachette, un endroit où les enfants, on jouait. J'y suis allé, j'y ai passé la nuit. Au matin, j'ai quitté cet endroit. C'était un trou, une brèche entre des bosquets de bambou. J'avais faim et soif. J'ai vu 2 hommes désherber et discuter. Je ne les connaissais pas. Ils devaient travailler à la ferme. En me traînant, je me suis approché et j'ai écouté. La police recherche le fils de l'un des défunts propriétaires. C'est un trafiquant de drogue. Il a caché de la drogue chez sa petite amie, et elle l'ignorait. C'est horrible. Il est traqué. Ils ont tous deux laissé leurs sacs de sarclage, des sacs en tissu dans lesquels ils transportaient eau et déjeuner, sous un arbre. J'en ai pris un et je suis retourné à ma cachette. J'ai mangé, bu, réfléchi à ce qui m'arrivait, et j'en ai conclu que prendre le sac de sarclage d'un des ouvriers avait été une mauvaise idée, mais je ne savais pas où aller. J'en ai aussi conclu que cette femme m'avait choisi pour être, si nécessaire, celui qui porterait la responsabilité pour elle et son amant. Je suis tombé dans leur piège. Le lendemain, je me suis réveillé avec les policiers qui m'ont arrêté. J'étais accusé de trafic, et rien n'est arrivé à la fille ni à l'homme. En prison, j'ai été battu à plusieurs reprises.
On m'a torturé pour que je leur dise à qui j'achetais la drogue et à qui je la vendais. Je ne le savais pas. Si je l'avais su, je le leur aurais dit. J'ai parlé, répété ce que je savais, mais je ne connaissais même pas le nom de l'homme. Ma famille m'a ignoré en prison. L'homme s'est arrêté et a pleuré. Il s'est levé, a attrapé un morceau de papier toilette, s'est essuyé le visage, a bu de l'eau et est retourné à son histoire. Je suis désolé. Ce souvenir de tout ça fait mal. J'étais horrible. J'ai tremblé quand ils m'ont sorti de la cellule pour les séances de torture. J'étais gravement blessé. Ils ont décidé de m'emmener en prison. J'ai été jugé et condamné à 5 ans de prison. Cette prison est loin de la ville où je vivais. J'ai été emprisonné pendant 3 ans, 11 mois et 16 jours. C'était une période très difficile, douloureuse. Être emprisonné sans privilège, c'est pire. Les avantages, c'est ce qu'on peut avoir à l'intérieur. La famille paie les patrons, donc le prisonnier est protégé et son séjour en prison est moins compliqué. Ma famille n'a même pas payé d'avocat, j'ai juste écrit une lettre. Dans l'une de ces lettres, il disait que ma mère était morte et que toute la famille me blâmait. J'étais en prison depuis 2 ans lorsque mon oncle a écrit que la fille qui vivait avec moi et qui m'avait accusé avait été arrêtée, que son amant avait réagi à l'arrestation, avait été blessé par balle, était devenu handicapé, marchait avec beaucoup de difficultés, et qu'ils étaient tous les deux en prison. Mais même en prison, ils ne m'ont pas disculpé. J'ai purgé ma peine. Je suis sorti de prison avec mes vêtements et mes papiers. Et j'ai travaillé comme ouvrier du bâtiment pour gagner de l'argent et venir en ville où vit ma famille. Si ma mère était morte, j'aurais eu droit à l'héritage. Mes parents avaient une ferme et 3 maisons en ville. Je n'ai travaillé que 2 jours et je suis arrivé ici. Quelle déception! Mon oncle, celui qui m'avait écrit, était décédé, et aucun de ses frères ne voulait m'accueillir. J'ai entendu beaucoup d'insultes, on m'a dit qu'ils ne me donneraient rien, pas même une assiette, que je n'avais droit à rien point qu'ils avaient tout partagé avec notre mère et que je devais partir, sinon ils appelleraient la police et diraient que je les harcelais et les menaçais. Triste, j'y ai levé les yeux en ouvrant la porte et j'ai entendu cette fille parler à quelqu'un. Je me suis arrêté, je suis resté silencieux et j'ai pensé. Je ne savais pas qu'elle allait inviter quelqu'un. Elle ne m'a rien dit. Ce que j'ai entendu m'a horrifié. Il parlait d'un plan. En bref, il ne s'agissait pas d'une histoire d'amour, mais plutôt d'affaires. Et cela visait à m'influencer de 2 manières. Premièrement, faire d'une des joueuses une titulaire et tout faire pour la favoriser et la rendre célèbre. Deuxièmement, faire perdre certains matchs et tout faire pour en gagner d'autres. C'était pour des paris. Elle touchait des honoraires pour ce travail. Elle touchait des commissions sur les paris. Habitué aux insultes, je me suis maîtrisé et suis allé dans la cuisine. C'est là qu'ils discutaient. Avec maîtrise de moi, j'ai attrapé le paquet par le col de ma chemise et j'ai ordonné « Sors d'ici ». La négociation était terminée. Je l'ai poussé hors de l'appartement. La femme effrayée m'a simplement regardé. Je me suis tourné vers elle et j'ai pris une décision. J'ai pris mes affaires et je suis parti. Et maintenant? Mais où vais-je? Je m'en fiche. Maintenant, je la tiens. Je l'ai prise par le bras et je l'ai conduite dans la chambre. J'ai ouvert le placard où se trouvaient ses vêtements. Voilà ta valise. Apparemment, j'achète beaucoup de vêtements, et avec mon argent, ils ne rentreront certainement pas dans ta valise. Je vais chercher des sacs. Je peux t'expliquer. Elle a essayé de se défendre. Si tu dis quoi que ce soit, je te fais taire d'un coup de poing. Ai-je menacé? C'est moi qui ai pris ses affaires, les ai mises dans la valise et dans les sacs, j'ai tout pris dans la salle de bain, les placards, même ses vêtements sales. J'ai tout jeté dehors et j'ai fermé la porte. J'étais désolé, mais je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas, je ne pleure jamais. Comment ai-je pu être aussi stupide? J'étais désolé. J'ai quitté l'appartement. Il y avait un serrurier à proximité. J'y suis allé et je suis revenu avec lui, qui a changé la clé de la porte. Ensuite, j'ai récupéré la carte d'identité que j'étais allé chercher et j'ai repris l'entraînement. Le portier m'a dit que la fille qui vivait avec moi avait pris un taxi. J'ai demandé à parler à l'entraîneur. J'ai été honnête avec lui, et il a compris et m'a demandé d'être plus méfiante à l'avenir. Je me sentais mal, diminué, trahi, mais j'ai tenu bon. Quelques jours plus tard, j'ai vu l'invitation. L'homme a assisté à notre entraînement et m'a proposé de venir à la campagne comme entraîneur. J'ai accepté. J'ai démissionné, vendu les meubles,
rendu la propriété à l'agent immobilier et je suis venu. Il a agi différemment de moi. Il a fait l'éloge de l'homme. Il a affronté la situation. Comme vous, jeune homme, j'ai été trahi, utilisé. J'ai vécu une situation humiliante, c'est lamenter la femme. Toi, jeune fille, tu as agi avec prudence, tu as défendu l'homme et tu as raconté à l'entraîneur ce qui s'était passé. Pourtant, tu t'es enfui, tu as aussi fait un choix. Mais tu es seul. Si ça ne marche pas, tu peux revenir. Tu as un diplôme d'éducation physique, et apparemment, tu t'y connais bien en volley-ball. Tu as entendu parler de la fille. Mila voulait savoir. Malheureusement, elle l'a fait. Elle est venue me voir à l'entraînement, a dit aux joueurs qu'elle regrettait, qu'elle avait emménagé chez sa sœur et qu'elle cherchait un emploi. Elle lui a interdit de s'entraîner. Elle aurait pu espionner. L'aimez-vous toujours ? A demandé le jeune homme. Je ne crois pas. Je me suis impliqué, mais je ne crois pas avoir aimé ça. J'ai souffert, voilà ce qui s'est passé. C'est agaçant d'être ridiculisé, mais c'est fini. Tu as dit en commençant à parler que tu étais en colère. En fait, tu l'étais. Tu le es peut-être encore, mais c'est surtout avec moi, lui rappela Mila, expliqua la jeune fille. Je pense que tu es trop dur avec toi-même, observa l'homme. Ne vaut-il pas mieux te croire comme tout le monde ? Tu as souffert d'avoir été trompé, mais mieux vaut être trompé que trompé. Es-tu issu d'une famille riche ? Demanda Mila, curieuse. Oui, mes parents vont bien financièrement, répondit la jeune fille. Leur as-tu dit que tu déménageais ? Demanda Mila. J'ai appelé, comme toujours. Nos conversations téléphoniques sont laconiques. J'ai dit que j'avais accepté un emploi dans une autre ville et que je t'enverrai l'adresse plus tard. J'ai bien l'intention de le faire. Merci de m'avoir écouté, remercia la jeune fille. Parler m'a vraiment fait du bien, et c'est la première fois que j'en parle, et avec autant de sincérité. On se prépare un autre café, suggéra le jeune homme. On a encore besoin de l'avis de l'homme et de la mère. Mila se leva, et comme il y avait de l'eau chaude dans une casserole et que le feu était allumé, elle prépara le café. Tous les quatre burent et regardèrent l'homme. Chapitre 5. L'homme et la mère. L'homme soupira et leur dit, « Vous êtes les seuls à être au courant de ce voyage. J'ai quitté la maison pour tuer quelqu'un. » Le propriétaire de la maison, le jeune homme, avait peur. Il a tué Z. Mila avait peur aussi et voulait savoir. « C'est vous le tueur ?» demanda la jeune fille. « Je n'ai tué personne, » affirma l'homme. « J'ai dit que j'avais quitté la maison pour ça. L'inondation m'a empêché d'aller où je devais aller. Je n'ai pas tué les gars. Il vaut mieux raconter ce qui s'est passé, et depuis le début. » L'homme marqua une pause. Tous les trois écoutaient. « Je vis. » L'homme parlait lentement dans une ferme. « J'ai toujours vécu à la campagne. Mes parents étaient petits agriculteurs. J'allais à l'école avec mes frères, je travaillais à la ferme, et grâce à mon travail et à l'aide de mon père, j'ai acheté un terrain, la ferme où je vis. À l'époque, je sortais avec ma femme, qui est aussi fille de petits agriculteurs. J'ai toujours aimé ma femme. Nous nous entendions très bien. Nous avons eu 3 enfants, 2 fils et une fille. Mes fils sont allés à l'école en ville. Nous n'avons jamais eu de problème avec eux. Les 2 fils sont de bonnes personnes, travailleurs, et sont maintenant mariés. L'un vit et travaille avec moi à la ferme. L'autre vit en ville. Il tient une petite épicerie. J'ai 4 petits-enfants, 2 de chaque fils. Ils sont jeunes. L'homme soupira profondément. Tout le monde ressentait la douleur. Puis il reprit son histoire. Alors, comme le jeune homme l'a dit et comme la jeune femme l'a répété, puis quelque chose change, s'effondre. Il se produit quelque chose qui bouleverse nos vies. C'est arrivé. Ma cadette, une personne belle, polie et bonne, avait beaucoup d'amis. Tout le monde l'aimait. Elle était beaucoup plus jeune que ses frères. Nous avons eu 2 garçons, à 8 mois d'écart. La fille est née 7 ans après la précédente. Mes enfants, pour aller à l'école, marchaient un peu. Ils longeaient la route sur environ 15 km jusqu'à une autre route où passait le bus scolaire. Quand ils étaient petits, ils n'y allaient pas seuls, leur mère, une femme de ménage les conduisait à l'arrêt de bus et les ramenait à l'école quand elles étaient plus grandes. Elles y allaient seules. Quand la fille partait à l'école, ses frères étaient déjà partis. Elle y allait toujours avec 2 petits camarades, et ma femme allait la chercher. En terminale, ses petits camarades avaient fini l'école. Elle n'avait plus de compagnie.
Plus tard, à 11 ans, elle allait et venait seule à l'arrêt. Nous pensions qu'il n'y avait aucun danger, mais un jour, c'est arrivé. Elle était en retard. Ma femme a ressenti un pincement au cœur, s'est agitée et a décidé d'aller à l'arrêt. Ne l'a-t-elle pas vu? Elle a attendu à l'arrêt. J'ai vu le bus revenir, car il avait déjà pris tous les élèves et retourné en ville. Ma femme a arrêté le bus, et le chauffeur a dit que notre fille était descendue comme elle le faisait chaque jour. Ma femme a paniqué, l'a appelée en criant et est revenue. J'ai appris qu'elle n'était pas rentrée à la maison, et avec les femmes de ménage et mon fils, nous sommes partis à sa recherche. Ce fut mon tour de ressentir un pincement au cœur. Nous marchions le long de la route. J'ai entendu le cri terrible de mon fils. Il l'a trouvée. Elle était morte. Quelqu'un lui avait tordu le cou, l'avait tordue et l'avait étranglée. Ses vêtements étaient déchirés et elle était à moitié nue. Je l'ai regardée et je suis resté planté là. Je n'avais même pas la force de bouger. Mon fils a enlevé son t-shirt et a recouvert son corps. Un employé est allé en ville chercher la police, et tous les employés sont partis à la recherche de l'homme, de la personne qui avait fait ça. La police est arrivée. Mon fils m'a ramené chez moi. J'étais sous le choc. Je ne pouvais ni parler ni pleurer. Ma femme pleurait de détresse, elle était désespérée. 2 policiers ont emmené le corps de ma fille en ville, et l'un d'eux est allé lui chercher des vêtements. C'est ma belle-fille qui a tout organisé. La police a cherché quelqu'un d'autre qui aurait pu être là. Ils n'ont trouvé personne. La veillée funèbre et l'enterrement ont été très tristes. Ce crime a bouleversé tout le monde. La police a enquêté, et voici le résultat. Avez-vous vu une voiture venant d'une ville de l'autre côté du fleuve? Avez-vous vu cette voiture faire des allers-retours? Ils l'ont suivi et ont découvert que le propriétaire de la carte était un jeune homme issu d'une famille aisée. En s'approchant de lui, ils ont vu des égratignures sur ses bras. Sa mère a juré qu'il était chez elle. Tout indiquait qu'il avait commis l'infraction, mais comme il n'y avait pas de mandat d'arrêt, il s'agissait d'un primo-délinquant, et la famille avait engagé 2 bons avocats. Il a été libéré, et le procès n'a eu lieu que 3 ans plus tard. C'était déprimant. Tout indiquait qu'il avait commis l'infraction. Mais les preuves manquaient. Des gens ont vu la voiture, l'un d'eux l'a vue. L'employé des ferries qui transportait les voitures avait affirmé avoir vu le jeune homme et la voiture aller et venir. Mais au bout d'1 an, cet employé est décédé. Il a compris que les témoignages des autres ne lui étaient d'aucune utilité. Il n'a pas été condamné. L'homme a soupiré de nouveau, il n'a pas pleuré, mais les larmes lui ont rempli les yeux. Voyant qu'ils étaient tous les 3 attentifs, il reprit la parole. Cela fait presque 4 ans que ma fille a été brutalement assassinée. Après sa mort, je suis devenu amer. Je n'ai plus jamais ri. J'étais triste, et je me dis toujours, et si j'étais allé la chercher? Et si elle n'était pas seule? Ça ne sert à rien, interrompit le jeune homme, de penser comme ça, scène ne devrait pas faire partie de nos vies. J'en ai souffert. J'ai beaucoup réfléchi. Et si je n'avais pas mal agi? Et si je n'avais pas été un fauteur de troubles? Et si je n'étais pas resté avec cette femme? Mais je l'ai fait. S'il te plaît, mon gars, laisse tomber. Continue à raconter ton histoire, s'il te plaît. Tu as raison, jeune homme. L'homme reprit son récit. Par ici, il n'y avait jamais eu de crime aussi brutal. Je n'aurais jamais imaginé un tel danger. Nous n'avons pris aucune précaution. Le procès a été horrible. Les avocats ont posé des questions qui ont laissé les témoins hésitants, les laissant croire qu'ils s'étaient peut-être trompés. Sa mère a juré qu'il était avec elle ce jour-là, et sa sœur a juré qu'ils s'étaient disputés et qu'elle aussi. C'est pour ça qu'il avait les bras griffés. Comme ils ne font pas d'examen, ils auraient pu prélever la peau sous les ongles de ma fille, et cela aurait pu, après analyse, suffire à le condamner. Nous sommes certains que c'était lui. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles il aurait également agressé d'autres adolescentes, des petites filles, mais sans les tuer, et pour éviter d'être dénoncé, il aurait donné de l'argent à leurs parents. Du coup, il a été acquitté et n'a pas passé un seul jour en prison. L'homme a marqué une nouvelle pause, puis a continué. Oui. Avant cette tragédie, nous allions toujours à l'église le dimanche et les jours fériés, à la messe. Je n'y allais plus et je me disputais avec Dieu, parce que lui, le Tout-Puissant, n'avait pas empêché que cela arrive à ma fille. Je n'ai pas eu de réponse. Alors je ne suis plus retourné à l'église, je n'ai plus prié.
Si j'avais eu l'espoir avant le procès qu'il soit arrêté, il s'était envolé. J'étais désillusionné. Alors j'ai décidé de le tuer. J'allais dans la ville où il habite, le chercher et lui tirer dessus. J'ai un revolver dans mon sac à dos. J'allais régler mes comptes. Je n'ai pas menti, mais je n'ai pas dit à quoi ça me servait de tuer l'assassin de ma fille. T'es fou, mec, a dit le jeune homme. Tu le tues, comme lui. Quoi? L'homme s'est mis en colère. De quoi parles-tu? Comme lui. Pas la peine de te mettre en colère, mec, a demandé le jeune homme. Je ne voulais pas l'offenser. Mais réfléchis grec, il a tué, tu tues. Vous êtes tous les deux des meurtriers. La différence, c'est qu'il est méchant, un lâche. Il tue le plus faible. Tu es bon, honnête, et tu tues le plus fort. Mais tous les deux tuent. En faisant ce que tu as prévu, tu peux t'échapper ou être arrêté. Tu mérites d'être comme lui. Comment as-tu eu cette idée? Ta femme est-elle au courant? Ma femme l'ignore, répondit l'homme. Personne ne le sait, sauf toi. J'ai dit à ma femme que j'allais essayer de vendre le maïs dans un très grand entrepôt, dans une ville de l'autre côté du fleuve. J'allais prendre un ferry, mais j'allais me rendre dans la ville où vit ce meurtrier. Là, j'essaierai de savoir où il habite, je me tiendrai devant la maison, et en le voyant, je lui tirerai dessus. Sais-tu tirer? Demanda la femme. Oui, je sais, je suis un bon tireur, répondit l'homme. Et ensuite, que ferais-tu? Tu pensais tirer sur le type, et après? Attendre la police ou m'enfuir? Que as-tu pensé faire? Demanda le jeune homme. Il était inquiet. Je ne sais pas. Peut-être fuir. Vraiment, je ne sais pas. L'homme balbutia. C'est très naïf de ta part, dit la jeune fille. L'homme a conseillé le jeune homme. Crois-moi. Ne fais pas ça. Si tu es pris en flagrant délit, tu seras arrêté. Il te sera très difficile de répondre de ce crime lors d'un procès en liberté. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être emprisonné. Ça n'en vaut pas la peine. Tu sais ce que je pense? Demanda la jeune fille, poursuivant ses déductions. Que toi, mec, tu accordes plus d'importance à ta vengeance qu'à tout le reste. Tu t'es concentré sur ce qui n'allait pas chez toi au lieu de te concentrer sur ce que tu as. Tu as beaucoup de choses à valoriser. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants et peut-être tes amis. Ta femme a dû souffrir autant que toi, et avec cette attitude, tu vas la faire souffrir, elle et tes enfants aussi. Ne sois pas ingrat. Sois raisonnable, mon gars. Je n'ai pas encore tué. Elle défendit l'homme. Dieu merci, s'exclama la fille. Mon Dieu, pensa Mila en concluant. C'est cet Isaac qui a tué la fille de l'homme. Le tueur lui a tordu le cou, et l'ancien propriétaire de la maison a été tué d'un coup de couteau. C'est l'homme qui a tué Z. Maintenant, c'est ton tour, maman. Raconte ton histoire, ordonna le garçon. Mila sursauta. Oui, tu es le seul disparu. Raconte-la, insista la fille. Avant de parler de moi, je voudrais poser une question à cet homme. Nous nous sommes rencontrés au pont. Tu es revenu avant moi et tu es arrivé le dernier à cette maison. Où étais-tu? Je n'aurais pas dû arriver le premier. Quand j'ai appris que les radeaux s'étaient arrêtés, j'allais rentrer, mais j'ai vu que la rivière était très haute et dangereuse à traverser. Je me suis souvenu de la maison au bout d'Antonio, de ce côté de Riosino, à 4 kilomètres du pont. Antonio y vivait avec sa femme, et à sa mort, elle est partie en ville vivre avec sa fille. La maison était abandonnée. Je m'y suis rendu en pensant me mettre à l'abri. En arrivant, j'ai vu que la maison était en ruine. Elle avait été vandalisée, sans fenêtre ni porte, rien à l'intérieur. J'ai compris que je ne pouvais pas rester là, alors je me suis souvenu d'Izadi et je suis venu ici. Explique-moi, a commenté le jeune homme. Maintenant, maman, raconte-moi ta vie. Mila pensait qu'il serait plus facile de parler de ses souvenirs à des inconnus. Elle a décidé de me le dire. J'ai été abandonnée dans un refuge pour enfants orphelins. Dès ma naissance. Pour moi, quand j'étais petit, tout allait bien. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas encore fait de comparaison. Quand j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à souffrir. J'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait à l'âge de 4 ans, quand je suis allé voir une fille de mon âge au refuge, qui m'a dit « Tu ne seras pas adoptée parce que tu es noire et moche. » Je le serai certainement, car je suis blanche et belle. C'est là que j'ai commencé à comparer et à souffrir.
Au refuge, il y avait beaucoup d'employés qui essayaient simplement de faire leur travail et qui avaient besoin de leur salaire. Ils devaient avoir des problèmes, comme tout le monde. La responsable, était la plus énergique et pas très affectueuse. Celle qui nous traitait le mieux était Angelira. On l'appelait comme ça. Je ne connais pas son nom, et c'est elle qui m'a demandé ce que signifiait être adopté. Elle m'a expliqué que les gens qui voulaient des enfants allaient dans des refuges et en prenaient un pour vivre avec eux. Je lui ai naïvement demandé si être adopté était une bonne chose. Elle m'a expliqué que c'était généralement le cas, car l'enfant aurait un père, une mère et un foyer avec moins d'enfants. Je crois que c'est le premier rejet que j'ai ressenti. En fait, la fille qui m'a raconté cela était adoptée et elle est partie heureuse. C'est à l'école que j'ai vraiment ressenti le rejet. J'étais noire et orpheline. J'ai compris, grâce aux conversations que j'ai entendues, ce que c'était d'avoir une mère et un foyer. Je voulais vraiment être adoptée à l'époque. Mais les gens qui venaient au refuge ne me regardaient même pas. Un jour, une fille à l'école m'a dit « Tu n'as personne. Tu dois être méchante pour que ta mère t'abandonne. » J'aurais voulu dire que je n'étais pas méchante, mais je n'en avais pas le courage. J'ai commencé à perdre confiance en moi. Au refuge, ils ont pris mes affaires, et je n'ai rien dit. Je faisais des corvées pour les autres parce que je ne pouvais pas le nier. J'étais toujours silencieuse et triste. Je me sentais diminuée et rejetée. Je faisais de mon mieux pour étudier. J'étais bonne élève. J'empruntais des livres et j'appréciais ça. J'ai dû quitter le refuge à 16 ans. J'ai terminé mes études et j'ai commencé à travailler dur au refuge. Je m'occupais des plus jeunes, je faisais le ménage et même la cuisine. À 16 ans, je suis allé vivre chez une femme. Elle a fait ce travail, est restée avec moi et m'a appris le métier de domestique. C'est alors que j'ai découvert ce qu'était un foyer. Cette femme était dynamique, mais elle m'a appris quelque chose. J'ai commencé à dormir dans une petite chambre et je n'aimais pas être seul au refuge. C'était animé, très bruyant toute la journée, et j'avais toujours dormi avec 6 autres personnes. J'ai travaillé dur pour apprendre. Cette femme m'a appris à faire le ménage, la lessive, le repassage et la cuisine. Je faisais tout le travail pour elle en échange de son accueil. Elle m'achetait quelques affaires. Au bout de 3 mois, pensant déjà savoir comment faire, elle m'a trouvé un emploi près de chez elle, comme femme de ménage. L'autre femme, ma patronne, lui versait un salaire. Cependant, elle m'a appris quelque chose et m'a donné beaucoup de vêtements. En plus de travailler pour cette femme, je faisais aussi tout le travail pour celle qui m'hébergeait. Cela a duré 8 mois. Maintenant, a-t-elle conclu, tu peux te débrouiller toute seule. Je t'ai appris à être une bonne professionnelle. Gagne toujours ton salaire. Je t'ai trouvé un travail. Tu dormiras et vivras là-bas. Sois toujours poli. J'avais peur et je me sentais très seul. Il n'y avait vraiment personne. J'y suis allé, la maison était immense, un manoir. Il y avait 4 domestiques, un jardinier qui, en plus de s'occuper du jardin, faisait les gros travaux. Une femme de ménage qui venait 3 fois par semaine pour laver et repasser, la cuisinière et moi, qui faisaient le ménage. À côté de la buanderie se trouvaient 3 chambres de domestiques. L'une appartenait à la cuisinière. J'en occupais une autre, et la 3e était libre. Je me suis vite adapté aux tâches ménagères. Le dimanche était le jour de repos de la cuisinière, et le mercredi le mien. Le dimanche, le couple sortait déjeuner. J'étais la seule domestique restante. Je préparais le petit déjeuner. Je faisais plein de choses. Je me réchauffais les restes du samedi. Le seul couple de la maison vivait. Il devait avoir la 50aine et 2 enfants. La fille vivait à l'étranger, était mariée et avait des enfants. La cuisinière m'a raconté que le couple allait chez leur fille une fois par an. Généralement 2 semaines, c'était les vacances des employés. La fille aussi rentrait chez elle une fois par an, et elle était alors occupée et avait beaucoup de travail. Le fils était également marié, vivait en ville et avait 2 jeunes enfants. Il lui rendait parfois visite, mais la femme allait souvent chez lui. Elle voyait rarement le propriétaire. Il était toujours sérieux, regardant à peine les employés. La femme donnait les ordres, mais la cuisinière était celle qui s'occupait toujours des autres employés. Les 2 premiers jours de congé, je ne suis pas sorti. Le 3e, je suis allé en ville à pied. La maison était en copropriété. La cuisinière m'a prêté de l'argent. Je l'ai utilisé pour manger et prendre le bus. Le mois suivant, la femme m'a payé en me disant
je suis satisfaite de votre service. Continuez comme ça. C'était formidable d'avoir cet argent. J'ai payé la cuisinière et le mercredi suivant, je suis allé en ville m'acheter des choses. Je suis allé chez le coiffeur et je me suis lissé les cheveux. C'était mon rêve. J'ai eu 18 ans. Personne ne s'est souvenu de mon anniversaire. Même si je parlais aux autres employés et que tout se passait bien, sans aucun problème, je me sentais seul. C'était vraiment pénible. J'avais vu le fils du couple de loin et je l'avais trouvé très sympathique et beau. Après une courte pause, la mère m'a raconté ce qui s'était passé. Un après-midi, alors que je nettoyais les vitres du jardin, le fils du patron est entré, m'a regardé, m'a souri et m'a demandé « Tu es nouvelle ici ?»« Bonjour. Comment t'appelles-tu » ai-je répondu. Il m'a demandé « Sais-tu si ma mère est à la maison ?» J'ai dit oui. Il a commencé à rendre visite à sa mère plus souvent, et lorsqu'il le faisait, il me regardait, me souriait et me saluait.